tenté de mettre, ils ont mis le feu à mon entrée, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la paille, ils ont mis des pneus comme ils font actuellement, ils ont mis de l'huile, un petit peu d'essence par-dessus, puis ils ont allumé ça. On avait un déploiement policier absolument incroyable. Il y a eu des gardes à vue en 2013, il y en a eu après. Il y a eu des enquêtes sur les membres du CA, on voulait savoir qui avait écrit quoi. Nous, on sait pourquoi on existe, on sait vers quoi on veut tendre. Nous sommes une association libre, nous voulons le rester et nous espérons pouvoir continuer le plus longtemps possible. Bonjour et bienvenue sur Chronique des libertés associatives, émission présentée par Vivien Rebière et produite par le collectif des associations citoyennes en partenariat avec l'association Colère du Présent pour le Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras des 1er et 2 mai. Confinement oblige, celui-ci se déroule sous la forme d'un festival en ligne, Le Monde d'après. Faibles subventions, coupes budgétaires, enquêtes policières, diffamation, garde à vue, intimidation. Les atteintes aux libertés associatives ne manquent pas. La liberté d'action des associations est un bien précieux qu'il est difficile de préserver et de faire grandir. Mais beaucoup se battent. Nous avons interrogé des dirigeants associatifs des Hauts-de-France qui ont eu à affronter des remises en cause plus ou moins marquées de leur liberté. Comment ont-ils réagi ? Quelles ont été leurs stratégies ? Deuxième épisode de la série d'entretiens avec Francis Chastanier, ancien président et porte-parole de l'association Novicène, acronyme de Nos villages se soucient de leur environnement. L'association, située dans la Somme, lutte contre la ferme des 1000 vaches et se bat pour une agriculture paysanne, de proximité et respectueuse de l'environnement. Oui, bonjour, Francis Chastanier. Oui, c'est lui-même. Bonjour, donc Vivien Rebière à l'appareil. Est-ce que c'est possible de présenter en quelques mots l'association ? Bien sûr. Donc, moi je suis Francis Chastanier, j'en ai été le président pendant 3 ans. Aujourd'hui, j'en suis le porte-parole suite à la décision de notre conseil d'administration d'avoir une organisation plus horizontale et moins verticale. C'est une association loi 1901 qui compte aujourd'hui 3200 membres, qui a été créée donc en novembre 2011, il y a un peu plus de 9 ans maintenant, suite à la nouvelle dans le village de la création d'une ferme gigantesque de 1000 vaches sur le territoire de la commune. Et Novicène, c'est un acronyme, ça signifie nos villages se soucient de leur environnement. Et donc Novicène a très rapidement grandi, puisque 3 ans après sa création, on était déjà à plus de 2000 membres. Par conséquent, vous avez déjà été limité dans l'exercice de vos libertés associatives, et dans quelles circonstances ça a été le cas ? On a bien vite réalisé qu'effectivement, on était limité dans notre liberté, notamment par le manque d'écoute réelle qu'on a pu observer de la part des institutions ou de la part des responsables locaux, régionaux, etc. On a eu 2 enquêtes publiques importantes en 2011, donc à la création du projet, et en 2015, suite à une demande d'extension de troupeaux. Et là, on s'est aperçu que malgré le travail très important qu'on avait fait, et malgré les 95 ou 98% d'opposition au projet, eh bien, les responsables, les commissaires enquêteurs ont donné des avis favorables aux enquêtes publiques. Bon, déjà, manque de dialogue aussi quand il y a eu des réunions publiques qui ont été organisées. La première, par exemple, avec le responsable lui-même, qui nous a dit, quand on lui a dit, mais attendez, s'il y a 95% de la population qui est contre ce projet-là sur notre territoire, quand même, vous ne pouvez pas aller outre. Il nous a répondu, ne vous inquiétez pas, j'ai d'excellents avocats. Voilà. Alors déjà, tout était dit, ça voulait dire qu'on allait se placer sur le plan de la justice. Effectivement, alors le groupe qui lançait le projet, c'est le groupe Ramery, qui est un groupe de PTP du Nord,
qui a quand même bien sûr des moyens très importants par rapport à nous qui n'avions rien du tout. Si on avait demandé par exemple au responsable de la préfecture qui s'occupait du dossier de venir discuter avec nous pendant l'enquête publique, on aurait aimé discuter avec le directeur de la DDPP, on aurait aimé discuter avec le responsable du service santé protection animale par exemple de la préfecture. Eh ben non, on n'a pas voulu venir discuter avec nous, quoi. Alors qu'on était quand même très intéressés par la chose. Autre exemple, dernier exemple, ce qu'on appelle l'ILIS. Alors l'ILIS, c'est une instance locale d'information qui a été créée le 7 avril 2015 pour permettre aux associations de s'informer justement pour nous rassurer en quelque sorte. On nous a dit vous aurez le droit chaque année à au moins une réunion avec les responsables de la ferme-usine, avec les responsables de la préfecture, avec tout le monde. Donc vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. La première hélice a eu lieu le 7 avril 2015 et on s'est aperçu après coup que les informations on les a pas eues du tout, quoi. On nous a dit le 7 avril 2015 qu'il y avait 485 vaches sur le site, alors que c'était déjà entièrement faux, puisqu'il y en avait d'autres qui étaient déjà arrivées. Et ni les responsables de l'usine n'en ont parlé, alors qu'ils avaient acheté quand même 300 vaches supplémentaires. Ni d'ailleurs la préfecture, puisque en principe toutes les vaches achetées sont déclarées, donc ça doit être il est possible au niveau de la préfecture de suivre l'évolution, et on n'en a rien su du tout. Donc on avait là une réunion officielle avec le sous-préfet, avec tous les responsables, et on nous a menés carrément en bateau. Donc, alors ça, ce sont des choses quand même, on se dit, ce sont des choses absurdes qu'on ne peut pas accepter en tant qu'association. Alors, on est là, on surveille, on veille, mais il y a une rétention des informations et effectivement, ça nous handicape lourdement. Voilà. Okay. Comment vous avez réagi à ça et quelles sont vos stratégies par rapport à ça? On a été contacté par une des personnes qui travaillaient là-haut à l'usine à vaches qui nous a dit il y a beaucoup plus de vaches que ce qui est permis. Et effectivement, les robots indiquaient 880 vaches au lieu des 500 autorisés. Donc, on a réagi, on est remonté à la préfecture à chaque fois pour dire c'est inadmissible. Bon, on a été reçu quand même à la préfecture à ce moment-là. Et la préfète d'Amiens, à l'époque, Madame Nicole Klein, a été obligée de prendre des sanctions jusqu'à un arrêt d'abord de mise en demeure de respecter la limite de 500 vaches, ça c'était en juillet 2015, et après, devant le fait qu'il ne réagissait pas du tout là-haut, à l'usine, donc fin août, on est passé aux amendes, il a eu une amende de 7 800 € et 780 € d'astreinte à payer par jour, tant qu'il ne revenait pas aux 500 vaches. Ça continue comme avant. Et pire que ça, les responsables de l'usine à vaches vont déposer une plainte en référé au tribunal administratif d'Amiens contre les amendes, donc contre la préfète. Le tribunal administratif va suspendre les amendes, tout simplement, et il jugera sur le fond en juin 2017, en donnant raison carrément au promoteur des 1000 vaches, en disant non, c'est tout à fait correct ce qui s'est passé. Il y a 880 vaches parce qu'on peut considérer qu'il y a eu un accord tacite avec la préfecture. Et donc, on a demandé, on s'est activé pour qu'à l'époque, il y avait encore Nicolas Hulot au ministère de l'Environnement, pour que fin août 2017, jusqu'à la fin du délai possible, il y ait un appel de la décision du tribunal administratif d'Amiens. Le 19 novembre 2019, c'est-à-dire en novembre dernier, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du tribunal administratif d'Amiens et donc les amendes sont dues. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus de 1,3 million d'euros et il y a un retour aux 500 vaches obligatoire. Donc,
Nous, on est vraiment passé d'une lutte locale sur Abbeville à une lutte régionale sur Amiens, à une lutte nationale après sur Paris. On a lancé des pétitions nationales au niveau médiatique. On a organisé régulièrement des conférences pour élargir le débat. Parce qu'au début, c'est vrai, notre combat, c'était non, c'est pas possible d'avoir ça chez nous, une usine pareille, etc. Mais après, c'était non, c'est pas possible de l'avoir chez nous, et c'est pas possible de l'avoir ailleurs non plus. On n'en veut nulle part. Et d'où les questions sur l'avenir de l'agriculture, qu'est-ce qu'on va faire, et on en est venu à parler plus globalement des relations entre santé et environnement. Sur l'avenir de l'agriculture, on a invité des pointures nationales comme Fabrice Nicolino, François Veillerette, tout un tas de gens qui nous ont effectivement ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et on a aujourd'hui un public régulier à toutes ces conférences qui rassemblent une centaine de personnes à chaque fois. On nous a mis des bâtons dans les roues. C'est quand même été beaucoup d'intimidation. Intimidation quant au déploiement policier. Au tout début, dans les années 2014, quand les premières vaches sont venues, on avait un déploiement policier absolument incroyable. On a fait venir des compagnies de CRS de Marseille pour une manifestation là sur le site, où on avait des familles qui venaient avec des grands-mères, des landaux, des jeunes enfants, et on avait des gens qui étaient des CRS en tenue de combat. C'était hallucinant, quoi. Donc intimidation, garde à vue aussi, parce que il y a eu des gardes à vue en 2013, il y en a eu après. Il y a eu des enquêtes sur les membres du CA, on voulait savoir qui avait écrit quoi, sur quel ordinateur. Donc notre réaction, ça a été déjà de réagir toujours au coup par coup, essayer de continuer, à ne pas perdre le fil, élargir le débat, contacter un maximum de médias. Nous, en tant qu'association Novicène, à chaque fois qu'on a perdu en référé au tribunal administratif d'Amiens, etc., on avait des frais de justice à payer. À chaque fois, on avait 1 500 € d'amende à payer. Ce sont des sommes importantes pour nous. Nous, on dit, même loi pour tous. Il faut qu'ils payent ces 1,3 million d'amende d'euros, et il faut qu'ils reviennent à ces 500 vaches. Donc on dit, pour nous, ça c'est une usine qui doit fermer, parce qu'elle est totalement en opposition avec ce qu'il faut faire, et on travaille aujourd'hui beaucoup, on sensibilise beaucoup aujourd'hui sur la transition agricole, qui nous semble absolument essentielle. Donc comment vous fonctionnez aujourd'hui pour continuer à agir, à organiser ces débats, à organiser des actions sur le terrain, à médiatiser, à aller sur Paris, etc., tout en ayant une pression policière importante? Au départ, on s'est dit, il nous faut quelqu'un qui nous conseille au niveau juridique, et on est tombé sur le cabinet Frison qui s'occupe d'environnement sur Amiens, là. Ça a été très très important pour nous. Alors la première réunion qu'on a faite avec notre avocat là d'Amiens, ça a été un peu catastrophe, parce qu'il nous a dit, mais vous savez, non, n'imaginez pas que ça va être simple, n'imaginez pas que ce sera facile, même si vous avez raison. N'imaginez pas que parce qu'on a des raisons évidentes, vous allez gagner. Ça se passe pas comme ça. Ce sera long. Et on ne pensait pas que quasiment 10 ans après, on y sera encore. Et l'association, comme je le disais tout à l'heure, elle s'est très vite développée. Donc on a très vite eu plus de 2000 membres. On est aujourd'hui à 3200 membres. Et on sait qu'aujourd'hui, si on lance un appel financier à nos 3200 membres, on sait qu'on pourra obtenir très rapidement 2-3 000 € sans problème. Et ça notamment grâce à un envoi mensuel qu'on fait à tous nos adhérents qui s'appelle Gardons le contact. Tous les mois, on donne des infos. On donne des infos sur la situation. Alors la situation juridique, par moment, ça dure pendant très longtemps, ça change pas tellement. Mais on va donner des infos
sur la PAC, sur les différents thèmes, l'environnement, etc. Et je crois que c'est ça le besoin. Le besoin des associations, quand il y a 3-4 personnes dans un village quelque part qui disent non, on peut pas laisser faire ça quand même, c'est pas possible. Bon, à partir de ce moment-là, vers qui ils peuvent se tourner? Ça, c'est très important, c'est d'avoir ce lien entre associations. S'intégrer dans un réseau, avoir cette convergence des luttes. Nous, on est allé assez loin dans la convergence des luttes. On a été invité d'honneur, nous, Vicenne, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes. Il faudrait peut-être, pour les associations, une espèce de structure nationale qui permette de donner des conseils pour s'en sortir financièrement, à la limite, qui pourrait aider d'autres associations. Et je crois qu'il faut, effectivement, en tant qu'association, on ait ce souci de l'entraide, voilà, et peut-être qu'il y a quelque chose à bâtir, parce que bon, avec ce qui nous arrive là avec le coronavirus, les changements importants qui doivent être mis en place, je ne sais pas si dans la tête des politiques ça évolue beaucoup, mais je pense que les associations, elles ont un rôle capital à jouer, d'autant plus qu'on est souvent, nous, associations, en avance sur le droit. Est-ce que vous pensiez déjà être très vite dans le juridique ou vous pensiez obtenir par autrement vos fins? Le juridique nous a semblé tout de suite quelque chose quand même d'important. Mais au départ, l'association, elle a effectivement évolué aussi beaucoup, parce que l'association au départ, c'était faire en sorte que ce projet ne voit pas le jour. Et on s'est effectivement couché devant les bulldozers pour empêcher que ça se fasse. Bon, ça s'est fait quand même, parce que c'était quand même un peu David contre Goliath. Et l'association, elle a ensuite évolué, parce qu'on s'est dit, l'association, c'est plus aujourd'hui seulement l'usine des 1000 vaches. Ça reste un de nos objectifs, parce que cette usine des 1000 vaches, elle est quand même emblématique de l'agro-industrie et de l'agro-business pour nous. C'est pour ça qu'on demande un bilan carbone de l'usine, ça nous semble hyper important. Et la dernière, c'est les préconisations du livre noir pourraient être utiles à l'association de Vicenne et à son exercice. En fait, ce qu'il faudrait peut-être à la limite, c'est avoir au niveau des associations ce qu'on a déjà au niveau personnel pour chacun de nous, au niveau de nos droits personnels, en s'adressant à Monsieur Toumon, là, le président le défenseur des droits, mais ce sont des droits personnels. Je pense qu'il faudrait aussi avoir une structure où les associations, effectivement, puissent avoir un intermédiaire qui puisse les écouter en cas de problème. On ne passe pas forcément directement dans la mécanique très longue et très coûteuse de la justice, quoi. Mais reconnaître déjà ça, reconnaître que les associations sont fondamentales pour la démocratie. Voilà, qu'elles doivent être reçues au niveau local par les responsables politiques, qu'elles doivent être écoutées, voilà, qu'elles ne peuvent pas être rejetées, qu'elles doivent pouvoir organiser des débats avec des responsables au niveau de la préfecture ou autre. Et ça, à chaque fois, là, on a des portes qui se ferment. C'était le deuxième épisode de la série Chronique des libertés associatives, émission produite par le collectif des associations citoyennes, en partenariat avec l'association Colère du Présent pour le Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale les 1er et 2 mai. Merci à Francis Chastanier pour avoir répondu à l'interview. Merci à François, Isabelle et Jean-Baptiste pour les contacts avec nos intervenants.